Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres ce soir, ces verdicts en appel prononcés par la haute cour militaire. Corneille Nangaa et ses complices ont été reconnus coupables de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Le tribunal militaire a requis la peine de mort. Retour sur cette audience ultime dans ce journal. L'orage est passé à la frontière entre la RDC et la Zambie après les incidents qui ont coûté la vie à un Zambien et un Congolais blessés. Les deux parties ont convenu sur la mise en place d'un mécanisme de concertation. On y revient également dans un instant. Bienvenue à tous, j'en parlais tout à l'heure dans le titre. La haute cour militaire siégeant au second degré a confirmé la peine de mort contre Corneille Nangaa et ses complices, membres de l'AFC. Ces derniers étaient accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Images et commentaires. Le verdict est tombé. La haute cour militaire siégeant au second degré en matière répressive à la prison militaire de Ndolo a confirmé les jugements rendus en première instance. Corneille Nangaa et ses complices, accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel, ont été condamnés à la peine de mort, assortie des confiscations de l'intégralité de leurs biens. Une condamnation par contumace. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a reconnu qu'il s'agit ici d'une mesure exemplaire qui, selon lui, marque une étape décisive pour restaurer la sécurité et la justice dans le pays. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Contre M. Corneille Nangaa et ses affiliés en fuite. Pour certains wanted, encore dans la nature, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis pour les interpeller où qu'ils se trouvent, a insisté les gardes des Sceaux. Et cette question, doit-on lever ou non l'état des sièges ou encore assouplir certaines dispositions? Eh bien, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les membres de la mission locale conjointe gouvernement-parlement sur l'état des sièges. Chimène Dondo, Pompo Oumba et Joe Patrick Koukou. Ils viennent tous du terrain dans le province sous état de siège, Nord Kivu et Ituri. Une mission pour écouter la société civile, les élus locaux, les jeunes, les femmes, les humanitaires, afin d'évaluer ces mesures exceptionnelles. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, c'est vendredi 6 décembre 2024. La commission mixte gouvernement-parlement a harmonisé le vu. On a eu beaucoup d'éléments sur tous les plans. Et je pense que nous avons été suffisamment édifiés pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire et politique. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue. Tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là, sur le maintien ou non de l'état de siège. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimbwe, le retour de la paix dans la partie est de la RDC est bien un impératif. À nos populations du Nord Kivu spécialement et de l'Ituri, nous les avons entendus. La première ministre elle-même était sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Mais il y a toute une panoplie de décisions et de mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir la libération de certains prisonniers. Réqualification, maintien ou levée, bientôt le suspense sera levé. Une décision attendue
du garant de la nation. Et la République démocratique du Congo s'est exprimée à la 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la CPI. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombaï, a conduit la délégation des élus nationaux. Joseph Oscar Mbal. La 23e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, de la CPI à La Haye, a regroupé plusieurs personnalités venues du monde. La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite à ses assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaï Moussao. En matière de coopération avec la Cour, nous pouvons être une expérience à partager. Après la ratification, nous avons, c'est vrai qu'il n'y a pas une loi en tant que telle de mise en œuvre des statuts de Rome, mais nous avons vidé cette question par des amendements très importants à notre législation. Une session couplée aux événements parallèles organisée par l'Action mondiale des parlementaires, une structure créée en 1978 à Washington aux États-Unis. Du haut de la tribune de la CPI, les chargés des missions du chef de l'État, le professeur Taylor Lubanga, précise. S'agissant de la décision récente prise le 15 octobre 2024 portant réactivation des enquêtes en RDC, la République du Congo voudrait voir le bureau du procureur, avec le soutien de toutes les parties ici présentes, tenir compte de la dégradation de la situation en accélérant les enquêtes. Le Rwanda nous mène une guerre par procuration en se servant de moyens des puissances mafieuses affairistes qui tentent vainement à accéder de manière malhonnête aux richesses de notre pays. Moment indiqué pour le délégué de la République démocratique du Congo à ses assises de porter haut la voix de la RDC sur les crimes de guerre, les crimes d'agression ainsi que les crimes contre l'humanité. Une attention particulière mérite d'être attirée à cet effet. Ndola en Zambie a accueilli une réunion d'urgence entre la RDC et la Zambie. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et celui de la Défense Guy Mwadianvita ont pris part à une réunion mixte pour évoquer justement des sujets liés aux derniers incidents à la frontière qui ont causé mort d'hommes. On fait le point avec Bobo Anad Mokonzi. Suite à l'incident survenu le dimanche 1er décembre 2024 à la frontière de la Zambie et de la République démocratique du Congo, occasionnant un mort du côté zambien et un blessé grave du côté congolais, une réunion en urgence s'est tenue à Ndola en Zambie entre les délégations de deux pays. La partie congolaise était conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières Jacquemain Chabani, accompagné de son collègue de la Défense nationale, Guy Mwadianvita, ainsi que des responsables des services de sécurité et de défense. Au bout de plus de 8 heures d'échange, la délégation zambienne et congolaise ont souligné que cet incident n'a pas été commandité de part et d'autre. Les deux parties ont décidé de mettre en place une commission d'enquête constituée des experts congolais et zambiens, question d'apporter la lumière sur les circonstances ayant occasionné cet incident bien avant. Elles ont parlé de la nécessité de préserver la paix et les relations historiques de bon voisinage entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Notre présence en ce lieu traduit la vision et la volonté de nos deux chefs d'État, leur Excellence M. Haïkande Hichilema, président de la République de Zambie, et M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. C'est ici pour moi l'occasion d'indiquer la pertinence de la mise en exécution des résolutions prises à la 13e session de la commission permanente mixte tenue à Kitwe en novembre dernier sur le maintien du dialogue permanent entre nos deux États. Nous inviter à soutenir les travaux de la démarcation des frontières en vue de prévenir ce genre d'incident à l'avenir. À l'issue de cette réunion d'urgence, les responsables de deux pays ont convenu de la nécessité d'enclencher un mécanisme de concertation de la commission mixte défense-sécurité RDC Zambie. Ils ont réussi, grâce au gouvernement de la République, à quitter l'enfer de l'artillerie russe et ukrainienne dans le zone de conflit. Sur ce, il fallait traverser une zone de près de 600 km sous les bombes et détonations. Les Congolais vivant en Ukraine ont réussi finalement à rejoindre notre ambassade à Moscou. Eric Abamba nous en parle dans ses commentaires.
Visage dégagé, ces Congolais, une soixantaine au total, en majorité d'étudiants, serrent la main de l'ambassadeur congolais en Russie, Ivan Vangungimbi, avec beaucoup de sourires. Quitter leur pays pour des raisons d'études en Russie, ces Congolais coincés viennent de passer quelques journées sombres, nourries de bombardements et de traumatismes en Russie suite au conflit avec l'Ukraine. Ils sont désormais placés à 600 km de zone de conflit, mis en sécurité dans les meilleures conditions pour leur permettre de retrouver la joie de vivre loin de leur pays. Un repas de rassemblement leur a été offert pour qu'ils trouvent l'occasion de s'exprimer après avoir vécu des nuits de cauchemars. On a crié à l'aide et le pays a réagi. Alors je tenais à remercier premièrement d'abord le président de la République, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a vraiment manifesté un sens d'altruisme et qui a voulu répondre à notre appel. Nous en sommes reconnaissants. Là, on est en sécurité avec monsieur l'ambassadeur et on a reçu tous nos biens et tout ce qui va avec. Et nous sommes vraiment très contents et nous les remercions infiniment. Une joie immense pour Ivan Vangou qui a salué l'implication du gouvernement congolais pour mettre ses enfants à l'abri de tout danger. En votre nom à tous, je voudrais quand même remercier toutes les autorités de notre pays qui ont consenti des efforts pour trouver une solution à la situation qui est la vôtre. Naturellement, je pense en premier au président de la République. Une aide logistique et des enveloppes ont été aussitôt remises aux étudiants pour leur permettre de mieux poursuivre leurs études en distance. La question sur la prévention de la torture était au cœur de la séance de travail entre le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, et une délégation du sous-comité pour la prévention de la torture. Janine Kalenga et Gilles Ompiana pour le compte rendu. Reçu par le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde Kenge, la délégation du sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants SCPT est venu faire un plaidoyer sur la prévention de tous ces mauvais traitements. Le chef de cette délégation, Ahmed Salomou Diakate, a expliqué que le SCPT est un mécanisme des Nations Unies chargé de la prévention de la torture ou toute autre forme de mauvais traitements qui a commencé ses travaux en février 2007. Et à ces jours, 93 États à travers le monde ont ratifié et adhéré au protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture. Ce protocole donne au SCPT le droit de se rendre dans tous ces États pour examiner le traitement des personnes. Le chef de cette délégation a en outre souligné que la démarche de la délégation consiste à accompagner le pays à mettre en place le mécanisme de suivi contre la torture sur le plan légal. D'où cette rencontre avec le président du Sénat par où le projet de loi relatif devra passer après son adoption au Conseil des ministres. Nous sommes là pour montrer effectivement que nous sommes prêts à les accompagner dans toute la procédure et à la fin de la procédure, se mettre en place un mécanisme à les assister avec le fonds OCA. Les représentations des Nations Unies qui sont là. Notre comité est un comité de prévention de la torture, un comité qui prend en charge les plaintes ou bien des cas au cas. Nous faisons une démarche systémique. On analyse une situation, on essaie de trouver des solutions pour que tout ce qui peut entraîner la torture puisse être vraiment complètement. Nous sommes en collaboration avec les États, un dialogue avec les États, et nous sommes tenus par la confidentialité. Tout ce que nous faisons, se faisons dans la confidentialité avec les États. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Samaloukonde, était accompagné dans cette audience par le président de la commission ad hoc, l'honorable Lodi, par ailleurs président de la commission PAJ, ainsi que le directeur adjoint de son cabinet, Valérie Moukassa. La restitution de l'itinérance du chef de l'État en province, les questions liées à l'environnement et celles d'actualité sur l'épidémie d'origine inconnue qui fait des victimes dans le Kwango, eh bien, les briefings avec le ministre de la Communication et Médias, la ministre de l'Environnement, mais aussi celui de la Santé est revenu sur toutes ces questions devant la presse. Jacques Kaboba.
Lors du briefing presse tenu le jeudi 5 décembre 2024, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre en compagnie du ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba, ainsi que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Samuel Roger Kamba. Thème central, restitution de la récente mission d'itinérance des chefs de l'État dans les provinces du Tanganyika, Otuele et Bazweli. Parlant de l'étape de Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, où le président de la République a présidé du 27 au 29 novembre 2024 la 11e session de la conférence des gouverneurs, Patrick Mouyaya Katembwe a rassuré que le gouvernement, sous la conduite de la première ministre Judith Soumina Toulouka, attache profondément une importance capitale au développement et à la stabilité des provinces, suivant la vision du garant de la nation. Le programme PDL 145 territoires, aujourd'hui, a dépassé, je pense, le 857 ouvrages. Dans les ouvrages attendus dans le cadre de PDL, c'est à peu près 1200 écoles, je crois plus de 700 centres de santé et 145 bâtiments administratifs. C'est pour la première fois depuis l'indépendance qu'on investit dans tout le coin de la République. En même temps, imaginez le centre de Mutoa qui vous permet de faire des examens de radio à distance, imaginez de l'avoir partout. Le fameux maillage dont parlait le ministre de la Santé aura déjà été fait et c'est dans ça que nous sommes avec la première ministre Judith Souminoa. La ministre d'État F. Bazaïba a pour sa part salué l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à poser des actes palpables. Elle n'a pas manqué à apprécier la ronde effectuée tout récemment, insistant sur la nécessité pour les gouverneurs des provinces de prendre leurs responsabilités pour améliorer les failles. L'initiative de l'itinérance prise par le chef de l'État, ça permet de booster la gouvernance au niveau de la base. Il n'a pas suffi seulement pour lui de parler de PDL 145 territoires, mais encore qu'il est en train de procéder à des tournées. Je souhaiterais vraiment que cette impulsion-là soit faite aussi par les gouverneurs au niveau de tous les territoires. Les administrateurs des territoires font de même au niveau de tous les secteurs et chefferies. Les responsables des secteurs et chefferies font de même dans des groupements et les localités. Nous pensons que nous allons réussir. De son côté, le ministre de la Santé publique a salué les déplacements du chef de l'État à Kalemi, Bouta et Isiro, mettant en avant les efforts déployés pour la construction des hôpitaux de proximité en province. Le PDL 145 territoires, l'avantage que nous avons, c'est que nous rapprochons les soins de nos populations. Souvent, les gens nous disent, mais oui, mais vous avez commencé la gratuité de la maternité, mais il faut améliorer les soins. Alors là, le président de la République montre justement que c'est ça la stratégie que nous avons. Il y a déjà plus de 276 centres de santé qui sont construits, va permettre à ce que nos populations soient rapprochées de soins de santé de qualité. Le constat est sans équivoque. Briefing Presse fait école. Cadre idéal d'échange et d'information. Très bénéfique et riche d'enseignements, il permet d'élargir les connaissances pour éradiquer l'ignorance. Et cette information qui vient de nous parvenir, une partie du bâtiment de la station provinciale de la RTNC Nord Kivu à Goma a connu un incendie. Ce vendredi, le feu a été observé dans la partie supérieure du studio radio aux environs des 16h, heure locale. Les policiers voisins de ces bâtiments et d'autres volontaires ont usé de moyens sur place pour essayer de stopper le feu. Le studio de spiccage radio a été endommagé. Pas de pertes en vies humaines. Un diagnostic complet est en cours pour éventuellement des réparations. La maîtrise des effectifs des agents publics, de la masse salariale, la mise à la retraite et d'autres réformes au sein de l'administration publique. Les élus du Nord Kivu ont voulu en savoir un peu plus auprès du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho et Moki Maloma. Les efforts du gouvernement visant l'amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État dans le cadre de la réforme de l'administration publique ont été au centre de la séance de travail tenue ce jeudi 6 décembre 2024 entre le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou et les députés membres du caucus du Nord Kivu. En marge de cette réunion, plusieurs questions en rapport avec la gestion de carrière, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, le processus de la mise à la retraite digne, le rajeunissement qualitatif et compétitif, la mécanisation de non-pays ont été au centre de discussions. Nous avons eu un échange très fructueux où il nous a brossé plusieurs réformes engagées au niveau de son ministère, notamment la maîtrise des effectifs des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons été édifiés parce que
C'est ça la question principale qui fait qu'on est définitif au niveau de la fonction publique. Nous avons compris qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait au niveau de son ministère parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans notre province, il y a des contrôleurs qui sont à pied d'œuvre. Il y aura un annuel alphabétique des agents et cadres de la fonction publique. Et ceux qui ne vont pas se retrouver dans cette identification aujourd'hui, progressivement la fonction publique continuera à organiser les identifications pour permettre à ceux qui ont des actes d'être identifiés. Nous lui avons promis un accompagnement, nous l'avons encouragé dans cette activité qu'il est en train de faire. Informés à la source, les élus du peuple membres du caucus des députés du Nord Kivu ont salué les avancées réalisées par le gouvernement pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires de l'État et ont promis d'accompagner les efforts entrepris dans le cadre de la réforme de l'administration publique dans leur circonscription électorale. C'était hier la journée nationale de l'arbre. Il se dégage cependant un constat amer. Certains sites où poussent généralement des arbres, créant ainsi un environnement naturel, sont parfois spoliés. La ministre d'État, ministre de l'Environnement, s'est rendue au parc animalier de Lansele, Chimène Dondo. Ces membres du gouvernement souminois a lancé une mise en garde contre les spoliateurs de cet espace d'utilité publique construit par l'ancien président de la République, Joseph Désiré Mobutu. Cet endroit qui était un site présidentiel. Il est donc question de le restaurer. C'est que tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre construit leurs maisons, les cimetières et toutes ces maisons que nous avons vues, devront donc à travers la loi déguerpir pour que nous puissions faire ce qu'on appelle l'afforestation. Le site ici appelé en son temps Parc Mobutu, ou aujourd'hui le parc animalier de Lansele, avait une superficie de plus de 3000 hectares. Ce site est protégé par une ordonnance présidentielle. Plus de 90% de ces sites est spolié. Malheureusement spolié par des autorités d'abord coutumières qui estiment que c'est eux qui avaient donné au président Mobutu les sites pour la conservation de la nature. Étant donné que le président Mobutu n'est plus, ils s'approprient maintenant leurs terres, en oubliant que les chefs coutumiers ne sont que des gardiens des terres. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à la République démocratique du Congo, qui en est la propriété. Ici est de noter que la journée nationale de l'arbre a été célébrée autour du thème « L'arbre, les saluts de notre planète, plantons-les et gardons-les dans nos milliers de vies ». Et à présent, ces chiffres, en RDC, 40% des décès sont dus aux maladies cardiovasculaires. Kinshasa accueille donc son premier congrès international de cardiologie. Yvette Makuntima et Pascal Sichot. L'émergence des maladies cardiovasculaires sous les tropiques, thème principal du premier congrès international de cardiologie dont les travaux ont été lancés par le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda Kourenga. C'est à la société de cardiologie, ou plutôt à vous tous qui êtes ici, de mettre en place des stratégies pouvant déboucher sur la responsabilisation et la prise de conscience à tous les niveaux de notre société de cette réalité. Je suis prêt en tant que ministre de la Recherche scientifique à faire des efforts en ce qui nous concerne, à mettre en place des stratégies de recherche, de solutions dans ce domaine. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de ce congrès. De son côté, le président national de la Société congolaise de cardiologie, le professeur Dofre Ngoyi, a procédé à la présentation et analyse des thématiques. Je tiens à remercier les autorités, en commençant par le président de la République, et je remercie également l'honorable président de l'Assemblée nationale. Il a fallu que la SOCOCAR, notre Société congolaise de cardiologie, organise ce congrès pour que les cardiologues échangent leurs expériences, qu'ils échangent leurs difficultés et qu'ils planchent sur les perspectives de ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins cardiovasculaires de notre population. Tour à tour, les différents intervenants sont revenus largement sur la transition épidémiologique tropicale et ses préventions.
Et cette bonne nouvelle, l'Université de Kinshasa a désormais un centre de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels. D'autres précisions avec Edith Chala sur ces images de Bijoux et Kamba. Ce centre de recherche en nanotechnologie appliquée aux produits naturels, CRENAPEN en sigle, de la faculté de pharmacie de l'Université de Kinshasa, est une innovation scientifique qui transforme les connaissances fondamentales en solutions concrètes en médecine humaine, en médecine animale, en agriculture et en industrie, tout en préservant l'environnement, comme l'a affirmé le directeur du centre. L'inauguration de ce centre par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le professeur Marie-Thérèse Sombo, sonne une nouvelle ère dans la recherche du niveau subatomique et moléculaire et ouvre de nouvelles perspectives dans l'option stratégique choisie par le gouvernement de la République. Un outil pour des chercheurs de divers domaines. Le premier rôle de ce centre est de promouvoir l'exploration et la caractérisation scientifique des produits naturels et le CRENAPEN se positionne en tant que plateforme dédiée à l'identification des propriétés uniques de ces ressources en vue de les appliquer dans des domaines aussi variés que la médecine, la pharmacologie, l'agriculture, l'industrie et l'environnement. Le CRENAPEN du professeur Joël Quentin-Leclerc, doyen honoraire de l'école de pharmacie de l'Université catholique de Louvain, est une fierté pour la première docteure en sciences pharmaceutiques de l'Université de Kinshasa, professeur Nadège Ngombe Kabamba, dont il est le promoteur de thèse. Ce centre va permettre à ce que des jeunes chercheurs, étudiants puissent innover, aider le pays à avoir de nouveaux autres types de médicaments qui auront une biodisponibilité, qui vont être utilisés facilement pour plusieurs pathologies que nous avons ici. L'occasion a aussi été celle d'hommage au professeur Kalinda Tedibungi pour son rôle dans la communauté académique et pour la direction de beaucoup de travaux scientifiques dans les thèses. La promotion de la femme, du moins du droit de la femme et de la jeune fille. L'atelier résidentiel, la rédaction finale du deuxième rapport étatique sur la mise en œuvre du protocole de Maputo est revenu largement sur ces sujets. Yvette Makoutima. Durant 3 jours, les experts du genre, la cellule d'études et planification pour la promotion de la femme, famille et protection de l'enfant et son partenaire traditionnel, AIPAS, ont cogité autour du protocole de Maputo. En présence de la ministre du genre, enfants et famille, Léonie Kamdolo Omoy, cet atelier résidentiel des rédactions finales du deuxième rapport étatique sur la mise en œuvre de ces protocoles a été ce cadre de concertation. L'engagement a élaboré un rapport complet et précis, reflet de notre détermination collective pour assurer les droits des femmes et des filles. Nous reconnaissons les efforts considérables que vous déployez souvent dans des conditions exigeantes, votre persévérance et votre passion pour la justice sous toutes ses formes. Ces travaux vont nous aider à pouvoir présenter les avancées que le pays a déjà faites. Parmi les pays africains, la RDC parmi ces pays qui ont fait des grandes prouesses dans la mise en œuvre du protocole de Maputo, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un exemple africain. Il faut noter que ces protocoles à la Charte africaine de droits de l'homme et de peuple relatifs aux droits des femmes en Afrique est un protocole international de l'Union africaine amenant les États signataires à garantir le droit des femmes, y compris le droit de participer au processus politique, l'égalité sociale et politique avec les hommes, une autonomie améliorée dans leurs décisions en matière de santé et la fin de mutilations génitales féminines. On en parle dans des salons, des débats dans la presse, le changement ou non de la Constitution. Eh bien, le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, en a évoqué avec un cadre de l'Union sacrée, Willy Bakonga. Suivez. Il est temps pour que nous puissions totalement nous engager résolument dans les changements de la Constitution, de quelques articles de la Constitution. Nous devons nous prononcer. Ce n'est pas un débat de la rue, non. C'est un débat important. Il faut que les Congolais s'unissent aujourd'hui comme un seul homme pour dire non à tous les vendeurs d'illusions qui veulent faire croire à la population que Fachi Béton veut s'éterniser au pouvoir. Non, il n'en est pas question. Il est question aujourd'hui de revoir quelques articles pour les adapter à notre situation, à nos réalités. Le Congo a ses réalités.
Après beaucoup de temps de la politique, nous devons quand même faire une évaluation et dire non à cet article 1, 2, 3, 4, 5 et essayer de voir un peu dans une commission. Le président de la République d'abord a raison, il a dit qu'il va constituer une commission qui va travailler, qui va, n'est-ce pas, voir comment nous pouvons améliorer, n'est-ce pas, ces articles-là. Je tiens à le féliciter parce que si nous sommes de bons côtés de l'histoire, la maison reste ouverte et je suis heureux qu'il s'engage résolument derrière la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et voilà, c'est la fin de ce journal de 20 heures réalisé par Yolande Voka et supervisé par Suzy Ngoy. Serge Merlin-Mata revient à 23 heures pour la suite de l'actualité. Excellente soirée chez vous et bon début de week-end. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure, à 20 heures. Bonsoir.